pollution à cause du gaz carbonique, le climat a été perturbé, la banquise a fondu, et les ours polaires, comme beaucoup d'autres espèces, ont disparu dans les années 2030 à peu près. Donc vous voyez, hein, les jeunes qui voyaient un mouton là, vous vous trompez, c'est pas un mouton, c'est un ours polaire. Hein, vous êtes convaincus maintenant, bien sûr. Donc c'est ce qu'on appelle la biodiversité, la disparition de la biodiversité, et ça c'est une vraie dette qu'on doit à l'humanité, à la Terre et à toutes les puissances réelles, enfin réelles, et les puissances autour de nous. C'est un crime contre l'esprit presque. Toute cette création a disparu parce que les modes démesurés de consommation de l'Occident ont continué, alors même qu'on alertait à dire attention, ça c'est un autre test par exemple, hein, on disait, ça les jeunes ils savent plus ce que c'est. Montrer ça à un jeune qui est né après 2040, il ne reconnaît pas une banquise, parce que la banquise a disparu. Comme la banquise, c'est les glaces qui sont autour des zones très froides du globe. Ah oui, on voit que vous êtes né après 2040, parce que c'est quelque chose qui a disparu. Donc la banquise a disparu, les ours blancs ont disparu, et tout ce crime, cette vraie dette qu'on laisse à nos enfants, à nos petits-enfants, qu'on laisse pour des générations, c'est le crime contre la vie, d'avoir fait disparaître des êtres vivants, c'est le crime contre la terre, de l'avoir trop salie. Et c'est vraiment quelque chose de grave. Et alors la dernière dette, alors ça parle surtout à ceux qui, il y a 50 ans, habitaient en France. Cette dette-là, je crois que c'est la pire. Alors elle touche peut-être moins les gens en Tunisie, mais elle touche en tout cas beaucoup de gens au Japon, en Russie. C'est que voilà. Et ça, les déchets radioactifs, ça dure des milliers et des milliers d'années. Et nos ancêtres occidentaux, là, les occidentaux des années 2000-2010, ils ont fait plein d'énergie nucléaire parce qu'ils voulaient beaucoup d'électricité alors qu'il y avait d'autres moyens. En fait, c'était un prétexte. Hein. Vous savez que l'énergie nucléaire civile, c'était pour entretenir le nucléaire militaire. Un autre sujet. Et ça, ce qu'on appelle la nucléodette. La dette nucléaire, c'est une dette terrible qui est due aux pays occidentaux et qui pèse sur l'humanité pour des milliers et des milliers d'années. Donc vous voyez, la propagande qui nous faisait croire à la dette financière, à la fausse dette financière, pendant ce temps-là, ne nous parlait pas des vraies dettes, les dettes qu'on connaît aujourd'hui. Alors, déjà là, c'est un tableau assez sinistre. Hein. Bon, heureusement, aujourd'hui, en 2063, on est tranquille, on sait qu'on s'en est sorti et on peut en parler sereinement. Mais souvenez-vous, en 2013, les difficultés qu'on avait, la tension, est-ce qu'on va s'en sortir? Est-ce que les banksters vont continuer à s'enrichir sur le dos des populations? Et en plus, quelque chose est venu qui a aggravé énormément la situation. Alors, peut-être les jeunes ont appris ça en histoire postmoderne. En 2008, je ne sais pas si vous vous souvenez, ou si vous l'avez lu, si vous l'avez appris, si vous en souvenez, est-ce que les examens d'histoire postmoderne sont passés? C'est la pollution, non? Alors ça, c'est la grande crise des banques privées de 2008. En 2008, les banques privées ont eu froid, ils ont tellement spéculé, ils ont fait tellement de bêtises en jouant avec l'argent qu'ils sont tombés un peu malades. Et là, qu'est-ce que vous vous souvenez de qu'est-ce qu'on a dit aux gens dans les pays occidentaux, mais même en fait, dans le monde entier, ça revenait à toucher le monde entier. Normalement, quand une banque privée fait faillite, c'est son problème. Hein, le privé, si c'est pas bien géré, ça ferme et on passe à autre chose. Mais là, comme les banksters, ils étaient très copains avec les politiciens, est-ce qu'ils ont fermé les banques privées en 2008? Vous vous souvenez de ce qu'ils ont fait? Aux États-Unis. Oui, une, c'est vrai. Aux États-Unis, ils ont été obligés d'en fermer une, mais toutes les autres, ils les ont sauvées. Ils ont dit, ah, c'est affreux, les banques, on en a besoin, banques privées, ce qu'il faut. Donc il faut sauver les banques. Et qui a sauvé les banques, en fait? Pardon? Les banques des banksters, qui les a sauvés? Qui a vraiment payé pour sauver les banques? L'État. Et l'État, c'est qui? C'est les peuples. C'est les peuples qui ont sauvé les banques. C'est les peuples qui ont permis aux banques de se redresser et aux banksters de continuer à se faire de l'argent. Mais ça, c'était des milliers de dollars. C'était 1000 milliards de dollars côté États-Unis, à peu près 1000 milliards d'euros côté de l'Europe. Une somme colossale qu'il a bien fallu payer. Et que les peuples ont payé. Dans l'histoire des peuples. Exactement. On peut vraiment dire que c'est le plus grand hold-up. C'est le plus grand mensonge et le plus grand vol qu'il y a eu dans l'histoire des peuples. Exactement. Et donc, s'il fallait payer, il fallait rembourser. Et donc, on continuait à rajouter. Alors là, j'ai une petite. Les intérêts. Alors, en plus, on va voir que ça s'est encore aggravé. Donc, s'il faut rembourser, là, l'hôpital est déjà tombé. Hein. C'était pas prévu. Normalement, il était encore là. Il a sans doute anticipé le sort qui allait lui arriver. Donc ce qui représente la santé ici, vous voyez bien qu'il n'y a plus de place. On ne peut pas payer tout ça. Et puis la propagande de l'époque, elle a fait comme pour l'éducation, elle a dit mais bon, la santé, est-ce que c'est vraiment raisonnable de soigner les pauvres? Hein, les pauvres, c'est de leur faute. S'ils étaient riches, il n'y aurait pas de problème. Alors que si on donne la santé aux riches, ah ben les riches, ils vont bien s'en occuper, ils vont faire encore plus d'argent, leurs enfants seront bien soignés, et puis les pauvres, ben, tant
pis, quoi. Hein. Il n'y avait qu'à pas être pauvre. Bon, bien sûr, c'est pas ce que je pense, mais souvenez-vous du discours de la propagande il y a 50 ans, dans les années 2010. C'était à peu près ça qu'ils nous disaient. Hein, les pauvres, c'est de leur faute. Si on est riche, c'est qu'on le mérite. Et donc, une fois qu'on a privatisé la santé au profit des banksters, on a un peu rééquilibré les comptes, du coup. Mais on va voir que ça n'a pas suffi. Parce que quand les banques ont été sauvées, les banksters ont continué à spéculer, et puis ils ont même mis la pression sur les pays qui ne voulaient pas accepter les choses. Alors là, il y a un exemple très intéressant. C'est l'exemple de la Grèce, hein, que je reprenais là. Parce qu'il faut se souvenir que, en fait, les banques privées, ça je peux l'enlever, hélas, les banques privées, comment elles décidaient des remboursements? Elles allaient sur les marchés financiers, hein, vous vous souvenez, hein, c'était le système à l'époque qui a disparu en 2033, et elles se servaient des agences de notation, qu'aujourd'hui on appelle des notations, parce qu'elles faisaient baisser les notes. Les agences de notation notaient les pays et disaient à quel taux d'intérêt ils allaient emprunter. Comme nous en Tunisie, ils ne font que ça, tous les jours. Ah. Maintenant, vous êtes noté tel truc, vous êtes noté dans l'échelle mondiale, vous devez payer, vous êtes des bons à rien, tu vois. Voilà. Et en fait, les agences de notation, c'est les banksters qui s'en occupent, c'est leurs amis. Donc ça les arrange, hein. Ils s'arrangent avec les agences de notation pour donner les mauvaises notes et pour augmenter les taux d'intérêt. Et en Grèce, dans les années 2009, il s'est passé carrément, certains emprunts étaient à un taux de 30%. 30%. Donc là, ça devient vraiment insupportable. 30%, c'est où? 30 ici. En Grèce, hein. En Grèce, en 2000... C'est pour ça qu'ils sont en train de vendre leur île maintenant. Oui. Il y a des îles qui sont en train d'être vendues, leur terre. Oui, mais c'est pas eux qui les vendent, c'est les banksters qui les forcent, parce que les populations grecques qui voudraient garder leurs îles. Là, on arrive vraiment à ce que vous disiez, à un hold-up démesuré. Et en Grèce, c'est arrivé à un tel point quand même que le gouvernement grec de Papandréou, donc je crois que c'est 2010, hein, il faudrait vérifier, puis c'est très longtemps, hein, il y a plus de 50 ans, il a dit à un moment, bon là, c'est pas possible, ce qu'on fait, on va faire un référendum. Un référendum, on va demander au peuple son avis. Donc on propose un référendum, et là, les autres gouvernements européens, Merkel, Sarkozy, ils ont dit « Ah non, 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 c'est obligatoire. Vous n'avez pas le choix. » Donc, là, le debt system, le hold-up des banques, en plus, empêche la démocratie. Si jamais on voudrait demander l'avis au peuple, ah non, les peuples n'ont pas à dire leur avis, puisque les peuples, ils sont bêtes, c'est bien connu. Seuls les banquiers sont compétents, bien sûr, on a vu. Et donc, avec la propagande, avec la pression, on a fait croire que cette dette était légitime et on a empêché les Grecs de s'exprimer dessus. Ça, c'était un peu dur. Alors, pour venir un peu à la situation extrême, à un moment, quand même, on finissait par avoir peur, parce que nous, on avait connu, hein, on se souvient, nos ancêtres avaient connu en 1929 une grave crise économique due à peu près à la même chose, hein, à la spéculation, à l'appétit démesuré des banquiers qui ne savent pas s'arrêter et qui pillent la planète, les richesses et les pauvres. Mais ça s'est fini comment, la crise de 1929 ? C'est la guerre mondiale qui a tué des millions et des millions de personnes. Et nous, on se disait, souvenez-vous, hein, les anciens, dans les années 2013, on se disait, mais si ça continue comme ça, si, par exemple, au hasard, il y a une crise en 2029, hein, 100 ans après, au hasard, qu'est-ce qui peut se passer après? On ne sait pas non plus. Ça peut se reproduire. Exactement. Et donc, on était très inquiets. Hein, le même système, c'est-à-dire. Voilà. Mais heureusement, si je suis là en 2063 pour vous en parler, c'est qu'on a réussi à s'en sortir. Si on fête les 30 ans de la fin du debt system, c'est qu'on a réussi à s'en sortir. Et là, c'est la dernière partie, si vous le voulez bien, avec l'aide des anciens qui ont connu ça. Comment on a fait pour s'en sortir? Une révolution. Oui, alors, il y a eu parce qu'il y avait d'autres choses qui pesaient, hein, sur les populations. Mais pour la dette spécifiquement, la révolution, elle était relativement pacifique, puisqu'on a réussi à reprendre l'exemple de pays qui, avant nous déjà, avaient bien fonctionné. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, je crois que les dates sont fausses, hein. Mais bon, on les corrigera après. Ce pays-là en particulier, est-ce que vous reconnaissez ce pays? Presque, c'est un pays d'Amérique latine où ils dansent la plus belle danse du monde, paraît-il. C'est le tango, et donc il paraît que c'est l'Argentine. En tout cas, c'est bien l'Argentine. Et en Argentine, en 2002, ils ont fait une révolution. Ils ont chassé 3 fois de suite 3 présidents différents. Et ils ont dit, non, nous on ne paye pas la dette, c'est pas possible. Alors, c'est un exemple intéressant au début, mais ça se termine mal, parce qu'après, dans les années 2010, ils ont été obligés de payer. Enfin, les gouvernements ont changé, comme parfois, hélas, les gouvernements ont un peu trahi, et donc ils ont dû commencer à rembourser. Mais quand même, on a vu que, quand le peuple se soulève, avec
avec vraiment une grande détermination, les gouvernants tricheurs reculent. Excusez-moi, c'est-à-dire, vous voulez dire que si c'était une bonne révolution en Tunisie, normalement, on ne reconnaît aucune dette, c'est ça? Moi, je ne peux pas m'exprimer sur la Tunisie, parce que d'abord, c'était il y a 50 ans, donc j'ai un peu oublié. Et puis, comme je ne connais pas bien ce pays, mais je pense que c'est un débat qu'on peut avoir. Certainement, il y a 50 ans, en 2013, les Tunisiens en débattaient ensemble. Et certainement qu'ils pouvaient, grâce au débat, avoir des idées et qu'ils ont trouvé des solutions. Voilà. Docteur, n'ayez pas peur, vous êtes dans une révolution. Oui. Votre plateforme elle est assez dure pour s'exprimer. Qu'est-ce que vous voulez dire? Alors vraiment, très sincèrement, on fera peut-être au débat, parce que là, tant que j'ai mes cheveux blancs, je suis en 2063. Il faut dire tout. Nous sommes dans une révolution réelle. Alors, j'enlève ma perruque 10 secondes pour vous donner mon avis. On finit les exemples et on prendra, je vous donnerai mon avis. Oui. Alors, parce qu'il y a un deuxième exemple très intéressant. Il faut annuler les dettes. La solution, ce deuxième exemple, c'est un pays un peu bizarre où il y a plein de volcans, qui est très très au nord. En fait, c'est l'Islande. Alors en 2009, l'Islande aussi, elle devait, à cause de la crise des banques, on a fait croire aux gens qu'ils devaient payer énormément de dettes, et les gens ont dit non. Ils ont fait des grandes manifestations. L'Islande, c'est tout petit, hein, ils doivent être 300 000 en tout, c'est vraiment tout petit. Mais ils ont été très très nombreux dans les rues, et ils ont réussi à empêcher la dette, au moins en 2009. Alors là, c'est pareil, l'exemple n'est pas satisfaisant totalement, puisque après, les gouvernements ont récupéré l'affaire et qu'ils ont dû commencer à payer. Alors peut-être l'exemple le plus intéressant, qu'on a beaucoup utilisé, souvenez-vous les anciens, il y a 50 ans, parce que c'était il y a 51 ans, en 2012, l'Équateur, pays d'Amérique latine, a décidé, avec son nouveau président, ils ont dit, ben, cette dette, on ne sait pas ce que c'est, donc on va d'abord arrêter de la payer. On fait un moratoire. On s'en fout. On s'en fout pas, mais on ne se précipite pas. On veut comprendre. Parce que l'origine de la dette. Voilà, on veut exactement. Cette dette-là, il y en a beaucoup, c'est très compliqué, il y a des chiffres partout, on veut comprendre. Donc, avant toute chose, on arrête de payer au moins provisoirement, ce qu'on appelle un moratoire, parce qu'il n'y a pas de raison qu'on paye sans comprendre. Hein. Personne, normalement, accepte de donner de l'argent à l'aveugle dans un trou noir sans savoir à quoi ça sert. Oui. Et après, on fait une analyse pour comprendre, on appelle ça un audit, par exemple, et pendant 1 an et demi, en Équateur, ils sont allés fouiller, prendre les informations, les chiffres, et ils ont cherché toutes les dettes. Qui a contracté cette dette? Quelle somme? Pour quel usage? Est-ce que ça a servi au pays? Est-ce que ça a servi à la population ou est-ce que c'est parti ailleurs? Avec quel taux d'intérêt? Est-ce que les intérêts ont varié? Est-ce qu'ils sont devenus des intérêts